Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition, en cette soirée du samedi 7 octobre 2023. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, les 11 candidats et leurs partisans ne sont pas venus au Colisée Matoutoumbe aujourd'hui, lieu où doit se dérouler la manifestation des candidats collectifs et des membres de la Chambre basse suite à la décision prise hier soir. Rien ne laisse présager qu'une manifestation allait s'y tenir sur ce lieu ce matin. Le Coliseum était vide. Par contre, ils ont tenté à nouveau d'entrer sur la place du 13 mai à partir d'un casse-manque, leur point de rendez-vous, mais les forces de l'ordre les ont dispersés. Ainsi, la tentative de perturbation pour ce samedi a encore échoué pour ces candidats. Reportage. Les 11 candidats et leurs partisans se sont vus attribuer un lieu pour tenir leur manifestation. Ce devait être Coliseum Matoutoumbe pour ce samedi, mais aucun d'entre eux ne s'est présenté sur place. Il n'y avait aucune force de l'ordre dans les environs du Coliseum ce jour. Rien ne laissait présager qu'une manifestation allait s'y tenir sur ce lieu ce matin. Le Coliseum était vide. La circulation était également libre. Cependant, les 11 candidats envisageaient d'entrer sur la place du 13 mai, bien qu'ils n'aient pas obtenu une autorisation. Leur point de rendez-vous était à Casse-manque, mais les forces de l'ordre les ont dispersés à coups de bombes lacrymogènes. Cela fait une semaine que ces candidats ont effectué des manifestations, mais ils n'arrivent pas à accéder à la place du 13 mai jusqu'à présent. Ainsi, les manifestations et perturbations qu'ils s'efforcent d'effectuer pour perturber le processus électoral ont toujours échoué. L'état-major mixte opérationnel national, ou EMONAT, a confirmé aujourd'hui que la place du 13 mai ne fait pas partie des endroits pour lesquels les 11 candidats ont obtenu l'autorisation d'occupation selon la décision rendue par le premier responsable de l'ordre public. Les forces de l'ordre et de sécurité ont réitéré à cet effet qu'aucune manifestation sur la place du 13 mai n'est autorisée ce samedi et qu'elles ont pris les mesures qui s'imposent en cas de non-respect de cette disposition. Ainsi, en raison de la violation intentionnelle des 11 candidats, les manifestants ont été dispersés à coups de bombes lacrymogènes. Le gouvernement dirigé par le président Andry Rajoelina est celui qui a réalisé le plus d'infrastructures à Madagascar après l'indépendance de Madagascar, a déclaré Avouk Rakotwarzone, président du parti politique Madagascar AFAC, un gouvernement qui a toujours mis le social en priorité. C'est la raison pour laquelle ce parti politique soutient le candidat Andry Rajoelina, numéro 3 à la présidentielle. Maître Avouk a également affirmé que les manifestations ne sont plus une solution, mais que tout le monde devrait se concentrer davantage sur le processus électoral, tant les candidats que leurs partisans. Les détails avec Sech Radjianasi. Le développement apporté par le président Andry Rajoelina ne peut être ignoré, a déclaré le président du parti politique Madagascar AFAC. Le gouvernement dirigé par le président Andry Rajoelina a été l'un des gouvernements qui ont répondu aux demandes et aux attentes du peuple malagasy et ont toujours trouvé une solution à toutes les difficultés auxquelles le pays a été confronté au cours des 4 ans et 8 mois durant lesquels il a dirigé le pays. Au cours de ces 63 années d'indépendance de Madagascar, le président Andry Rajoelina est celui qui a réalisé le plus d'infrastructures, ces infrastructures qui répondent pleinement aux besoins de la population malagasy. De plus, Madagascar peut se comparer désormais à d'autres pays africains en matière de développement et d'infrastructures. Tout récemment, Madagascar a accueilli la 11e édition des Jeux des îles, affirme Maître Avouk. Avouk Rakotwarzone a également nié la polémique largement répandue selon laquelle il aurait été payé pour soutenir le candidat Andry Rajoelina, numéro 3 à la présidentielle. La poursuite du développement du pays l'a convaincu, ainsi que les membres de son parti, et ils ont conclu que seul le candidat numéro 3 peut apporter le développement à Madagascar. Le président du parti politique de Madagascar AFAC a également confirmé que les manifestations ne sont plus une solution et que tout le monde devrait se concentrer davantage sur l'élection, aussi bien les candidats que leurs partisans.
Ensuite, l'association Phase Vanamiti du Niwavni Madagascar, ou FMM, a fait une déclaration de soutien au candidat Andrzej numéro 3 à la présidentielle aujourd'hui. Ils sont convaincus des réalisations du gouvernement dirigé par le président Andrzej et sont prêts à voter pour lui aux élections. Le FMM condamne également les perturbations et les manifestations en ce moment et appelle à la tenue de l'élection le 9 novembre prochain. Les bulletins de vote uniques qui seront utilisés lors de l'élection présidentielle à Madagascar sont arrivés dans le pays aujourd'hui. L'arrivée de ces bulletins uniques est une preuve tangible de la volonté de poursuivre le processus électoral, a déclaré la Commission électorale nationale indépendante. Reportage. Les bulletins uniques et les fiches de dépouillement à utiliser lors de l'élection présidentielle du 9 novembre sont arrivés dans le pays ce matin. L'arrivée de ces bulletins uniques est une preuve tangible de la volonté de poursuivre le processus électoral, a déclaré le président de la Commission électorale nationale indépendante. Concernant les différents avis sur le processus électoral, le président de la CENI a déclaré que les commentaires sont libres, mais que seul le peuple malagasy choisira qui sera le président qui dirigera à nouveau Madagascar pour les 5 prochaines années. Le président de la CENI a par ailleurs confirmé que les bulletins uniques seront dans tous les bureaux de vote le 9 novembre, conformément à l'objectif fixé. Concernant les actualités sportives, le candidat à la présidence de la FMF, Alfred Rangiamanamsou, se dit prêt à porter un nouveau souffle au football malagasy et à améliorer les performances des équipes de Madagascar dans chaque catégorie à travers la participation à la Coupe du monde de football, selon sa déclaration. À cet effet, il souligne qu'il y a une stratégie déjà élaborée pour améliorer le monde du football à Madagascar. Il convient de rappeler que l'élection du président de la Fédération malagasy de football aura lieu le 14 octobre prochain et 5 candidats sont en lice et Alfred Rangiamanamsou est le candidat numéro 5. Les détails avec Radoman Zatouf sur les images de Braz d'Elilson. Alfred Rangiamanamsou ou Alfred Eljeko est l'un des candidats qui participera à la présidence de la Fédération malagasy de football. Il a créé le club Eljeko Plus en 2008 à Manakar. Il a également été vice-président de la Fédération malagasy de football et a décidé de se présenter à la présidence de cette fédération pour le prochain mandat pour apporter de l'amélioration au football malagasy. Alfred Rangiamanamsou a déjà élaboré un plan d'action pour cela qu'il a publié sous forme de livre. Outre la compétition et la construction d'infrastructures, le monde du football féminin et des juniors, qui sont l'avenir du football malagasy, seront également améliorés selon le plan d'action qui a été élaboré. Ce candidat a toujours travaillé avec les 22 ligues régionales qui composent la fédération. Il est toujours prêt à poursuivre et à améliorer toute coopération si les présidents des ligues régionales lui font confiance lors de l'élection. Il a également pour objectif la création d'une 23e ligue régionale dans la 23e région de Madagascar. Il convient de rappeler que l'élection du nouveau président de la FMF se tiendra le 14 octobre prochain et le candidat Alfred Rangiamanamsou est le candidat numéro 5 dans cette élection. Place maintenant aux actualités internationales. En Ukraine, 3 jours de deuil ont été déclarés dans la région de Kharkiv après qu'un missile a frappé le village de Kroza, tuant 52 personnes, dont ce qui constitue à ce jour l'attaque la plus meurtrière contre des civils depuis le début de l'invasion de la Russie. Reportage sur les images de France 24. Ces secouristes sont à pied d'œuvre depuis la veille. Ils continuent de chercher les décombres à la recherche de restes humains. Ceux des victimes de l'attaque de missiles la plus meurtrière orchestrée par la Russie contre des civils depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Ici à Groza, 52 personnes ont perdu la vie. C'est un habitant sur 6 de ce petit village où tout le monde se connaît. Les victimes assistaient aux funérailles d'un soldat. Ici, chaque famille est affectée. Le choc est immense. J'ai perdu mon frère, sa femme et ma mère. J'ai appelé mon frère, il ne décrochait pas. Pareil pour ma mère et pour ma belle-sœur. Quand j'ai appelé mon neveu, il criait au téléphone. « Mon oncle, vite, viens ici. Maman, papa et mamie sont sous les gravats. »
C'est horrible ce qui se passe. J'étais dans la cuisine quand l'explosion a eu lieu et tout a été fracassé. Tout est tombé sur moi en morceaux. Et je ne me rappelle plus comment je suis tombée. C'était un tel fracas. Des ONG locales soutenues par les Nations Unies sont aussitôt arrivées sur place. Notre équipe est là depuis hier, depuis la tragédie. Nous avons mis en place une aide psychologique. Nous distribuons des couvertures, des oreillers, tout ce qu'on peut pour assister les survivants. Pas le temps de se remettre de l'horreur. Moins de 24 heures après, c'est le centre-ville de Kharkiv qui est lui aussi ciblé par un missile. Dans cet immeuble résidentiel, un enfant de 10 ans et sa grand-mère sont morts. 30 personnes ont été blessées. La Russie dément systématiquement s'en prendre à la population. Pourtant, tous les jours en Ukraine, des civils meurent sous les frappes de missiles russes. Ensuite, des centaines de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël samedi matin, faisant au moins 6 morts et plusieurs centaines de blessés côté israélien, ont indiqué les services médicaux israéliens. Le chef du Hamas a annoncé le début d'une nouvelle opération militaire contre Israël. France 24. Oui, l'armée israélienne explique que des dizaines d'avions de combat israéliens frappent actuellement des cibles du Hamas dans la bande de Gaza, en réponse donc à cette offensive d'une ampleur inédite contre le territoire israélien, puisqu'on le disait, des dizaines, si ce n'est des centaines de militants armés du Hamas se sont infiltrés dans le sud d'Israël. L'armée israélienne a confirmé ces infiltrations qui ont eu lieu par les airs, par la terre, mais aussi à la frontière directement. On a vu des scènes de chaos dans le sud d'Israël. Le bilan pour le moins très provisoire fait état d'au moins 6 morts et de centaines de blessés côté israélien. Des habitants des kibboutz aux alentours de Gaza disent que des militants du Hamas pénètrent jusque dans les maisons des civils israéliens. Et puis on voit circuler sur les réseaux sociaux des images très préoccupantes montrant des militants du Hamas kidnapper des citoyens israéliens civils ou bien de l'armée israélienne. Alors pour l'instant, les officiels israéliens ne confirment pas ces kidnappings potentiels, mais plusieurs sources à Gaza, elles, disent que oui, il y a des dizaines d'Israéliens qui ont été emportés à l'intérieur de l'enclave palestinienne, et ça c'est inédit depuis le début du blocus de Gaza il y a 16 ans. Depuis le début de la journée, environ 2200 roquettes ont été tirées sur le territoire israélien selon l'armée israélienne. Le Hamas parlait un peu plus tôt, elle, d'environ 5000 roquettes. Alors Claire, il y avait pourtant une trêve après la guerre de 5 jours, c'était en mai dernier. Là, c'est une nouvelle guerre qui débute. On a entendu les mots forts du ministre de la Défense israélien. Oui, on sait que le cabinet de sécurité israélien va se réunir dans les prochaines heures cet après-midi. L'armée israélienne s'est elle aussi dit prête à l'état de guerre. Les forces de sécurité israéliennes semblent, il faut le dire, surpassées par l'ampleur de cette offensive menée par les militants du Hamas. Les porte-paroles du Hamas ont baptisé cette opération de déluge d'Al-Aqsa contre Israël. Ils inscrivent cette opération en réponse aux incursions israéliennes sur l'esplanade des mosquées qui sont régulières. Les sirènes continuent de retentir à l'heure actuelle dans plusieurs villes israéliennes. Et puis ici aussi à Jérusalem, le système anti-missile israélien du dôme de fer continue de fonctionner puisque la plupart des roquettes envoyées depuis Gaza sont interceptées dans les airs, mais certaines ont néanmoins atteint le sol. On a la confirmation notamment d'une roquette à Tel Aviv. Mais voilà, beaucoup d'analystes du conflit israélo-palestinien considèrent que cette offensive contre Israël, c'est la plus sérieuse depuis la guerre de Kippour il y a 50 ans. Puisqu'il faut dire que depuis 2 ans, eh bien, ce n'était pas directement le Hamas qui attaquait Israël depuis la bande de Gaza, mais plutôt le djihad islamique. J'étais jusqu'à hier matin à Gaza. Le djihad islamique fêtait son anniversaire et j'ai assisté notamment à des parades militaires de ces militants qui exhibaient fièrement leur puissance et leurs armes, mais rien ne laissait penser qu'une attaque imminente et coordonnée avec le Hamas pouvait advenir dans les jours suivants. Mes contacts à Gaza me disent tous, mes contacts civils, qu'ils ont été pris par surprise par cette large offensive.
L'équipe de France s'est qualifiée pour les quarts de finale du mondial de rugby en terminant à la première place du groupe A grâce à sa victoire bonifiée contre l'Italie 60-7 vendredi à Lyon. Les Français ont facilement dominé les Italiens, inscrivant 8 essais. Ils attendent désormais de connaître le nom de l'adversaire qu'ils affronteront le 15 octobre au Stade de France. Reportage sur les images de France 24. Les Bleus qui ont rempli totalement le contrat sur cette soirée. On s'attendait à peut-être 20 premières minutes accrochées, un début de match compliqué face à cette équipe italienne. Il n'en a été rien. Les Français qui ont démarré pied au plancher cette rencontre avec cet essai de Damien Penaud dès la 2e minute de jeu. 10 minutes plus tard, c'est l'autre ailier français, Louis Bielbiarré, qui est lui aussi venu inscrire un essai avant que juste après la 20e minute de jeu. C'est Thomas Ramos qui avait déjà inscrit le 3e essai français des Bleus qui ont totalement étouffé d'entrée de jeu cette équipe italienne, alors qu'on s'en souvient en début de rencontre face à la Nouvelle-Zélande ou encore face à l'Uruguay. Les Bleus avaient eu du mal, une équipe de France qui avait déjà obtenu le point du bonus offensif avant la mi-temps. Point du bonus offensif, on le rappelle, synonyme de 4 essais par Damien Penaud, irrésistible décidément dans cette Coupe du Monde. Damien Penaud qui en est désormais à 35 essais en bleu. Il devient le 2e meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France, à seulement 3 petites unités d'un certain Serge Blanco. Les Français qui ont parfaitement négocié ensuite cette 2e période avec de bonnes entrées de certains remplaçants comme Yoram Moefana à hauteur de 2 essais. Une équipe de France vraiment impeccable, notamment en mêlée ou encore en touche, mais aussi au pied avec Thomas Ramos qui a rendu une copie presque parfaite, 8 sur 9 pour lui au pied. Les Bleus qui ont donc rempli leur contrat, ils s'imposent avec l'essai du bonus bien sûr, avec 8 essais au compteur, et ils terminent en tête de leur groupe. Ils attendent désormais sagement le nom de leur adversaire en quart de finale la semaine prochaine. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Et dans quelques instants, vous allez suivre le film Equalizer 3. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.